Alors, j'aimerais premièrement remercier l'Association des chargés de sécurité transfusionnelle du Québec pour avoir invité ma Québec à présenter dans le cadre des activités de la semaine de sécurité transfusionnelle et plus particulièrement Marie-Claude Denomé et Stéphanie Labrie-Bacon qui nous ont sollicité pour une deuxième année à présenter et tout ça à la journée, dans le fond, du don de sang qui est aujourd'hui le 14 juin. Il faut savoir que les chargés cliniques et techniques de sécurité transfusionnelle, elles jouent un rôle vraiment important pour assurer la sécurité transfusionnelle des patients et la traçabilité des produits sanguins dans les centres hospitaliers. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous introduire nos deux conférencières. Donc, on a avec nous la docteure Mélissa Boileau et Madame Suzy Joron. Donc, je vais vous les présenter tout de suite et par la suite, elles vont présenter à tour de rôle dans la présentation. Donc, Dr Mélissa Boileau est diplômée de l'Université de Montréal en médecine interne, d'hématologie adulte et oncologie médicale. Elle a complété une formation complémentaire en médecine transfusionnelle en partenariat avec l'Université de Toronto et Héma-Québec. Elle travaille maintenant comme hémato-oncologue et co-directrice de la Banque de sang de l'unité d'aphérèse à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Elle est également professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal et l'usage approprié des produits sanguins et l'amélioration des pratiques transfusionnelles, elles font partie intégrante de sa pratique et de ses priorités cliniques. Maintenant, Suzy Joron occupe le poste de chef des opérations à Héma-Québec à Montréal depuis 2013. Elle est titulaire d'un baccalauréat en microbiologie et poursuit un MBA pour cadre exécutif de l'Université de Montréal, de l'Université Laval à Québec. Suzy a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la thérapie cellulaire et elle a également occupé des postes clés dans les programmes de greffe de cellules souches partout au Canada. Ses responsabilités à Héma-Québec comprennent la gestion d'activités telles que la sélection des donneurs de cellules souches, le recrutement, l'admissibilité et la collecte, ainsi que l'importation de produits de cellules souches. Elle a joué un rôle déterminant dans les établissements partenariats internationaux avec l'Association mondiale des donneurs de moelle, qu'on appelle la WMDA, et elle est devenue inspectrice récemment pour la Fondation pour l'accréditation de la thérapie cellulaire. Elle est membre active du conseil d'administration de la Fondation Swab the World, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, je vais donc passer la parole à Dr Boileau dès maintenant pour qu'elle puisse, dans le fond, vous présenter. On va commencer ici. Merci, Marie-Hélène. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Excellent. Merci pour la belle présentation et merci surtout pour l'invitation. Je promène cette diapositive-là depuis un bon moment déjà, mais quand je parle à du personnel qui travaille de près au laboratoire, je pense que c'est toujours important de présenter. Le système de soins est de plus en plus lourd, de plus en plus complexe, et pour parler de mon hôpital et parfois même un peu en ruine, mais ça tient à bout de bras sur les épaules, oui, des docteurs et des infirmières. Et Marie-Hélène, tu peux cliquer sur la prochaine animation. En dessous de tout ça, il y a le laboratoire qui travaille très fort et il y a beaucoup de choses qui se passeraient pas au niveau clinique s'il n'y avait pas des laboratoires solides qui font le travail. Alors, merci d'être là au quotidien. Prochaine diapo. Alors, les objectifs pour cette présentation-ci, c'est une présentation conjointe. Donc, de mon côté, ce sera surtout de reconnaître les différents défis diagnostiques, logistiques et thérapeutiques associés au support transfusionnel requis pour les receveurs de greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques. Donc, c'est vraiment une partie importante de ma pratique comme directrice de banque de sang à Maisonneuve. Alors, on va parler un petit peu de greffe 101, juste pour qu'on ait tous le même vocabulaire. Ensuite, je passerai la parole à Suzy pour qu'elle nous explique tout le rouage derrière l'approvisionnement en cellules souches et le rôle d'Héma-Québec là-dedans. De mon côté, je reviendrai avec l'incompatibilité ABO en greffe parce que je pense que c'est ce à quoi vous êtes confrontés dans des centres parfois périphériques ou même d'autres centres de greffe, comprendre comment ça se passe et quelques autres aspects de directives transfusionnelles particulières aux patients greffés. Prochaine diapo. Alors, je commence avec un cas, juste pour un peu se mettre en tête des questions auxquelles on doit penser.
Donc, c'est un cas assez classique, là. Donc, une dame de 55 ans qui a un syndrome myélodysplasique, donc un cancer hématologique, une genre de préleucémie, qui a 5 grossesses à son actif et pour qui on planifie une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec un régime de conditionnement myéloablatif. On va y revenir. Le groupe sanguin de la patiente est O-RH-D positif et elle est connue avec un anticorps de type anti-grand E. Donc, vraiment un profil assez classique. Là, les SMD, on sait qu'ils ont tendance à faire davantage d'allo-anticorps que nos patients, par exemple, en leucémie, qui sont un peu moins immunosupprimés. Et ce sont des patients qui ont eu souvent un support transfusionnel dans le cadre de leur traitement assez précocement. Donc, un cas très classique. Du côté du greffon, donc on a un donneur non apparenté qui sera collecté par cellules souches périphériques. Le match HLA est 10 sur 10. Le groupe du donneur est A-RHD positif et on ne connaît pas son statut RHCE, donc le grand C et le grand C petit, grand E petit. Prochaine image. Alors, à la fin de la présentation, je vais vous reposer ces mêmes questions, mais vous devriez être un peu mieux en mesure de répondre aux questions. Donc, de quel type d'incompatibilité ABO s'agit-il? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux de compatibilité à prévoir? Est-ce qu'il y a un risque de ce qu'on appelle le syndrome du lymphocyte passager? Est-ce que vous êtes capable de choisir le groupe pour les culoglobulaires, pour les plaquettes? Qu'est-ce qu'il y en a pour les directives d'irradiation, directives de CMV? Les seuils transfusionnels périgreffes, qu'est-ce qu'on devrait viser? Et à quel moment et quand peut-on réattribuer le groupe sanguin du receveur? Donc, la vaste majorité des indications de greffe de cellules souches hématopoïétiques en adulte, du moins, c'est vraiment les cancers hématologiques, donc les leucémies myéloïdes aiguës, leucémies lymphoïdes aiguës, les syndromes myélodysplasiques, c'est vraiment le lot de notre, c'est vraiment la vaste majorité de nos patients que c'est leur indication. En pédiatrie et un peu en adulte, on a aussi l'indication de vraiment remplacer une machinerie déficiente où c'est vraiment le but de la greffe, c'est un peu comme une greffe de rein, une greffe de cœur, l'organe est déficient, ici c'est la moelle osseuse, donc par exemple en thalassémie ou anémie falciforme, on remplace une machinerie déficiente. Et un peu de la même façon pour les patients avec des syndromes d'immunodéficience, on cherche à vraiment remplacer un système un organe qui ne fonctionne pas. Alors qu'en cancer hématologique, on a vraiment deux visées. On veut, oui, donner une chimiothérapie tellement intense qu'il va y avoir une aplasie médulaire sévère irréversible, mais on vise aussi ce qu'on appelle l'effet greffon versus leucémie ou greffon versus tumeur, où le système immunitaire du donneur effectue une genre de police, une vigie pour prévenir la récidive leucémique. Alors, il y a vraiment un double effet lorsqu'on fait de l'allogreffe chez les patients avec cancer hématologique. Prochaine diapo. J'aime bien mettre la greffe de cellules souches en 2024. Je trouve que c'est comme un bar à bonbons ou un candy bar où les options et les mix and match sont un petit peu infinis. Donc, on peut jouer avec le type, la source des cellules qu'on va utiliser. Donc, en adulte et même en pédiatrie, on peut faire des greffes de cellules souches autologues. Donc, ce sont les propres cellules du patient. Généralement, on réserve cette option-là vraiment pour des patients à qui on veut donner une chimio tellement intense que si on n'avait pas mis des cellules souches en réserve autologue, le patient ne récupérerait pas de ses cytopénies post-chimiothérapie et c'est ainsi qu'on lui donne ses propres cellules souches pour qu'il puisse récupérer après avoir été exposé à la chimiothérapie très, très intensive. On peut avoir des sources de cellules souches hématopoïétiques allogéniques, mais qui peuvent venir d'un greffon médulaire. Donc, c'est vraiment un donneur altruiste qui accepte d'aller au bloc opératoire et qu'on lui prélève plusieurs litres de moelle au niveau des crêpes iliaques. Ça peut être un donneur familial, ça peut être un donneur non apparenté. Le donneur allogénique peut aussi donner des cellules souches qu'on dit de sang périphérique qui proviennent d'un don paraphérèse ou encore, vous le savez, des mamans qui prévoient le coup et qui font des dons de sang de cordon au moment de l'accouchement. Donc, différentes sources de cellules, différents degrés de match donneur-receveur. Donc, quand on est en allogreffe, on peut avoir un donneur qui est familial ou apparenté, ou un donneur non apparenté, dont Suzy va davantage nous parler, là, entre autres les registres.
Le degré de compatibilité HLA, donc le match peut être 10 sur 10, on parle même temps de 12 sur 12, on peut avoir des mismatchs, donc un match incomplet, et on peut avoir des matchs haploidentiques, donc avec vraiment seulement 50% de compatibilité, ce qui est de plus en plus utilisé dans les dernières années, puis qui apporte certains défis, mais qui se passe plutôt bien au final. Et quand on parle de régime de conditionnement, ben, on peut avoir des régimes myéloablatifs, non myéloablatifs. Je vais y revenir prochaine diapo. Donc, petit mot sur les régimes de conditionnement, c'est important de comprendre que quand on parle de régime myéloablatif, c'est qu'en théorie, le patient, après avoir reçu ce régime-là, cette chimiothérapie-là, ne récupérera probablement jamais de ses cytopénies si on ne lui donne pas des cellules souches pour récupérer par la suite. Ce que ça veut dire que ces patients-là ont davantage de cytopénies, ont davantage de besoins transfusionnels et qu'ils sont davantage immunosupprimés d'un point de vue lymphocyte. Donc, il y a moins de lymphocytes receveurs persistants après la greffe. Ça va être important pour le développement d'allo-anticorps subséquents. Dans les régimes non myéloablatifs, c'est qu'en théorie, le patient pourrait théoriquement récupérer de ses cytopénies sans recevoir des cellules souches. Donc, ces patients-là ont moins de cytopénies, sont moins transfusion dépendants, mais il y a encore, par contre, il y a plus de chances que le système hématopoïétique ou immunitaire, les lymphocytes du receveur, puissent survivre à ce traitement-là et persister dans le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on opte plus vers l'un ou l'autre? Ben, c'est souvent en fonction des caractéristiques du patient, de ses problèmes de santé et aussi du type de pathologie qu'on veut traiter. Donc, c'est vraiment des décisions qui sont prises par l'équipe de greffe. Parfait. Donc, le chimérisme en greffe, dans une chimère, hein, c'est comme une fusion de deux entités distinctes. Donc, en greffe de cellules souches, on effectue des tests de chimérisme pour essayer de voir, c'est un test en biologie moléculaire qui permet de déterminer à quel point le système immunitaire, mais aussi l'hématopoïèse du patient est actuellement composé en quelle proportion du receveur versus du donneur. Lorsqu'on parle d'un chimérisme complet donneur, on parle d'une hématopoïèse complète dérivée du donneur. Chimérisme mixte, c'est qu'il y a un ratio variable de cellules dérivées du donneur versus du receveur. Et parfois, carrément, on dit non prise du greffon, c'est que carrément, le greffon n'a pas pris et on reste avec une hématopoïèse et un système immunitaire principalement du receveur. Donc, c'était peut-être un greffe 101 que je voulais un petit peu aborder avec vous, mais je pense que c'est ici. Ah non, il me reste une diapositive, hein, prochaine diapo. Je passe la parole après cette diapo à Suzy. Donc, les outcomes, donc les issues cliniques post-allogreffe, donc le reste de la présentation va être vraiment ciblé sur l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. On sait depuis longtemps, en fait, dès les premières greffes, que l'issue clinique des patients est directement corrélée à la capacité qu'on a de faire un match HLA le plus parfait possible. Donc, tous nos efforts sont dirigés sur trouver un donneur avec le meilleur match HLA. Parce que le gène HLA est sur le chromosome 6 et que le gène ABO est sur le chromosome 9, on ne peut pas espérer avoir un match HLA parfait et un match ABO parfait. Alors, on est prêt à sacrifier le ABO pour avoir un meilleur donneur d'un point de vue HLA. Et au final, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a à peu près 25 à 50% des allogreffes qui ont un certain degré de mismatch ABO. Et c'est un prix qu'on est prêt à payer. On va voir à quel prix justement, mais on sait maintenant qu'il n'y a probablement pas d'impact franchement défavorable à ne pas prioriser le ABO puis vraiment miser sur le HLA. Donc, c'est là que je passe la parole à Suzy qui va nous expliquer tout ce mystère d'approvisionnement de cellules souches. Voilà. Merci de l'invitation, tout le monde. Donc, on va aller peut-être un peu plus en détail sur l'aspect d'approvisionnement, on l'a dit, mais aussi la sélection, donc comment on priorise la sélection de nos donneurs. Les donneurs dont on parle, c'est vraiment des donneurs qui sont enregistrés ou inscrits à des registres de donneurs de cellules souches, comme celui d'Héma Québec. Il y en a plus de 50 dans le monde, et ce qui forme la base de données internationale du World Marrow Donor Association. Donc, on a près de plus de 44 millions de donneurs en banque et
un petit peu plus ou près de 1 million de sang de cordon. Et malgré ça, on arrive souvent difficilement à trouver des donneurs parfaitement compatibles avec des patients québécois. Et on a touché un petit peu au HLA, on va aller un peu plus en profondeur là-dessus. En termes de produits, Dr. Boileau là, vous a mentionné, on a des produits d'aphérèse, on a des produits qui sont en rouge, des produits de moelle osseuse qui sont prélevés en salle laboratoire et les sans-cordons en gris. Donc, vous pouvez voir là qu'il y a eu vraiment euh, une grande euh, inclinaison là, favorable envers l'utilisation de produits d'aphérèse qui sont beaucoup plus faciles à prélever et qui sont principalement utilisés chez les adultes, alors que pour les enfants, on va quand même prioriser des produits de moelle osseuse toujours. En termes de sang de cordon, ce sont des produits vers, je dirais, 2005 à 2008, là, où on prévoyait vraiment avoir un grand envol de l'utilisation de ce produit-là. Mais bon, étant donné là, que les choses avancent quand même assez rapidement en termes de traitement des patients, il y a eu quand même un bon ralentissement par rapport à ce qu'on s'attendait d'utiliser en termes de nombre là, pour ces produits-là. Étant donné qu'on a plusieurs options, là est arrivé, comme le docteur Boileau disait, là, les greffes haploïdentiques où on utilise des gens de la famille qui ne sont pas tout à fait compatibles. Ensuite, on- dans les dernières années, je dirais depuis 2020, là, on parle de plus en plus de donneurs qui sont non apparentés, donc mismatch unrelated donor. Donc, en orange, c'est vraiment l'utilisation des donneurs non apparentés habituels. Et on a vu un plateau autour de 2014. Et là, on s'est dit, ben, OK, les familles rapetissent, on a quand même besoin de produits non apparentés. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça concorde exactement avec l'augmentation des greffes haploïdentiques là, en vert. Par contre, ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on a plusieurs options pour chacun des patients. Et donc, étant donné que l'ethnicité des patients vient vraiment affecter la capacité de trouver un donneur parfaitement compatible, il est important d'avoir ces alternatives-là, malgré, comme pour le centre cordon, là, qui est moins utilisé. Donc, simplement, la façon qu'on fonctionne en termes de registre de donneurs de cellules souches, c'est simplement d'inscrire des gens avec un coton-tige buccal. Donc, on prend un échantillon d'ADN, on séquence, on met ça dans la base de données internationale. Et là, les donneurs peuvent rester dans cette base de données-là sans jamais être appelés, sans jamais être compatibles avec un patient. Donc, comme on a dit, là, on a plus de 44 millions de donneurs. Et on va appeler ces donneurs-là seulement quand on a un patient compatible dans le monde. Prochaine diapo. Donc, au niveau du HLA, rapidement, on a plusieurs niveaux de compatibilité, là, mais le plus rapproché qu'on a, plus on a de matchs, moins qu'on a de graft versus host disease, donc la greffe de maladie contre l'autre. Mais il est toujours bon d'avoir euh, un petit peu de reconnaissance là, pour pouvoir stimuler la graft versus leukemia dont Dr. Boileau parlait tantôt. Ce qui est intéressant ici, dans cette slide-là, ça démontre rapidement les projections là, à travers les années de ce qu'on s'attendait d'avoir comme donneur parfaitement compatible selon l'ethnicité des patients. Et ça rend notre travail un petit peu plus complexe. Comme vous pouvez voir, là, au niveau des patients caucasiens, il y a pas mal plus de chances de trouver un donneur parfaitement compatible. Par contre, si on regarde au Québec, on peut peut-être juste cliquer pour l'animation, voilà. Donc, même pour nos caucasiens, des particularités au Québec où on se rend compte que même pour
les patients caucasiens, on a de la difficulté à trouver des donneurs parfaitement compatibles. Prochaine diapo. Donc, on a fait une étude, là, mes collègues à Emma Québec, puis on s'est vraiment aperçu là, qu'il y a différentes régions du Québec qui ont des particularités au niveau de leur HLA où il n'y a pas vraiment d'équivalent dans le monde. Donc, ça souligne l'importance, malgré qu'il y a 44 millions de donneurs dans le monde, ça souligne l'importance là, de continuer d'activement travailler à recruter des gens, surtout dans les différentes régions, pour avoir une bonne représentation de notre population et ainsi augmenter nos chances de trouver des donneurs parfaitement compatibles ici chez nous. On a parlé de l'importance du HLA et le deuxième critère en importance qui a un effet sur la survie des patients, c'est l'âge du donneur. Là, on fait un survol rapide aujourd'hui. Là, je vais pas aller en détail, là, mais on sait que les donneurs en 18 et 30 ans sont favorisés. On essaie d'aller le plus jeune possible, mais encore là, euh, on veut quand même prioriser d'autres critères. Donc ces deux-là, HLA et âge, là, c'est vraiment eux qu'on met en priorité. Et après ça, on regarde sur quoi on est capable de faire des compromis là, selon l'importance ou l'effet que ça peut avoir sur la survie des patients. Donc, en somme, les critères qu'on regarde pour des donneurs à gauche, donc, j'ai souligné HLA âge, euh, mais il y a plusieurs autres critères qu'on regarde soit parce qu'il y a un bienfait pour le patient ou ça parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc, si on regarde le poids, par exemple, si j'ai un donneur parfaitement compatible, jeune, bon, il y a tous les critères, il est ABO compatible, mais que la moitié du poids du patient, c'est souvent, c'est pas trop une option, malheureusement. Donc, c'est des choses vraiment qu'on doit mettre en contexte. Donc, il n'y a pas un one size fits all en termes de critères. C'est vraiment, chaque dossier est unique. Chaque patient a ses particularités et on doit vraiment prendre en considération tous les enjeux et les personnalités de ce patient-là. Au niveau du centre cordon, c'est un peu plus complexe parce que là, on parle de produits qui sont déjà prélevés, déjà banqués, congelés. Et donc, oui, le HLA est important, mais on doit aussi avoir assez de cellules, tandis que, bon, c'est pas nécessairement trop un enjeu quand on parle d'un donneur vivant. Et là, bon, c'est congelé dans quel pays, sous quelles conditions? Les agents pathogènes sont différents aussi, donc on a beaucoup, beaucoup de critères là, à regarder dans ce cas-là. Une autre chose qui est dans les choses qui sont hors de notre contrôle et malheureusement qui affectent beaucoup de nos patients, c'est le niveau de disponibilité des donneurs. C'est beau de les inscrire, mais quand on les rappelle, des fois plusieurs années plus tard, il y en a plusieurs qui peuvent se désister, qui sont non rejoignables et tout ça. Donc, et malheureusement, lorsqu'on regarde la disponibilité, le taux de disponibilité des donneurs, c'est souvent les communautés où on a moins de chances de trouver des donneurs compatibles qui ont le plus haut taux de désistement. Donc, rapidement, la provenance des dons, donc dans le monde, tous les donneurs non apparentés dans le monde sont principalement aux États-Unis et en Europe, là, donc c'est aucunement une surprise. Par contre, bon, en Asie aussi, on a quand même un fort nombre là, de donneurs, mais en lien avec la population québécoise, là, c'est des pays où on importe moins, donc principalement l'Europe et les États-Unis. Bon, 5 minutes, Suzy. parfait. Donc, juste pour vous montrer un petit peu là, les échanges, on peut passer à la prochaine. Donc, au niveau de l'éligibilité euh, des donneurs, bon, une fois qu'on a sélectionné, ben là, il faut coordonner le tout avec les coordonnateurs de greffe des centres de greffe. Et
ici, on voit un petit peu la trajectoire là, à laquelle on essaie vraiment d'arrimer le traitement du patient et le processus des donneurs. Donc, bon, le donneur, lui, doit évaluer. On doit vraiment être certain qu'il est éligible, là, qu'il ne représente aucun risque pour les patients. On doit coordonner son don et ses injections de GCSF, de Neupagène, là, dans les cas de don d'aphérèse. Et on doit s'assurer que l'admission du patient et le, le début de son traitement euh, soit fait lorsqu'on est certain que le donneur est éligible. Donc, il y a vraiment des étapes concrètes importantes là, euh, qui sont irréversibles, si on veut, et qui doivent être faites de façon séquentielle dans le bon ordre là, pour assurer la sécurité à la fois du donneur et du receveur. Donc, le donneur va passer à travers bon questionnaire médical, examen physique et tout ça, là. Donc, on fait vraiment une évaluation exhaustive là, de son état de santé. Et chaque registre, donc nous, quand on importe un produit, c'est par exemple de l'Allemagne, ben, c'est le registre allemand qui va avoir le fardeau de défendre les intérêts du donneur et de s'assurer que le don est sécuritaire pour lui. Même chose quand on doit accompagner un donneur québécois. Donc voilà, là, le patient va commencer son régime préparatoire pré-greffe. Et là, on peut passer à la prochaine. Donc, là, on commence à planifier. Non, pas on commence à planifier. Le don est déjà planifié à ce moment-là, mais donc on continue les étapes. Rapidement, pour un don d'aphérèse, là, on parle de 4 ou 5 jours d'injection de Neupagène là, pour stimuler les cellules souches, les envoyer dans le centre périphérique et les prélever là, par aphérèse. Ça prend environ 3 à 5 heures. Pour le don de moelle osseuse, c'est un petit peu plus invasif, mais bon, euh, bon, la récupération est peut-être à la fois un peu plus longue souvent, puisque bon, on fait quand même des incisions là, dans l'os du bassin, là, donc, mais ça se passe relativement bien, là, la récupération par la suite. Maintenant, on a un produit, ben, on doit le rapatrier. On ne fait pas voyager les donneurs, on fait voyager le produit. Donc, on fait affaire avec des compagnies qui sont vraiment spécialisées dans le transport de ces produits-là. Donc, une personne qui va physiquement prendre le produit au centre de prélèvement et le rapatrier ici au Québec dans des boîtes là, qui sont capables de maintenir une température pendant environ 72 heures. Bien entendu, on essaie, il y a quand même un processus quand on arrive à la sécurité de l'aéroport, c'est pas toujours si facile, là. C'est pas des produits qu'on voit souvent, puis que les gens sont habitués. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui doit aussi protéger, si on veut, le produit le plus possible. Donc, il l'a en sa possession et, on va dire, sous les yeux à tout moment pendant ce processus-là. Des fois, il y a des petites anecdotes qui nous arrivent un peu bizarres, mais c'est quand même la réalité, là. Donc, on avait un donneur allemand qui était prévu pour faire un don. Et là, on nous annonce que, bon, OK, on va pouvoir faire la première journée de collecte par aphérèse, mais on ne pourra pas en faire d'une deuxième parce que, bon, il y a une bombe de la Deuxième Guerre mondiale là, qui est en train de se faire retirer. Là. Donc, voilà, dans le centre de collecte étant dans la périphérie là, euh, de la bombe. Là. C'était quand même une anecdote bizarre, mais qui a une incidence sur la planification de la greffe. Et d'autres faits cocasses, là, comme on a eu un produit là, qui est arrivé du Brésil et bon, la personne qui le transportait est arrivée en Guyane en plein mois de janvier. Mais quand même, tu sais, on a des difficultés. Ça touche aussi les difficultés de communication. C'est pas tous les registres qui conversent bien en anglais. Des fois, il faut faire un petit peu plus d'efforts. Là.
un peu complexe, la communication, pour assurer qu'on arrive à avoir toute la documentation et qu'on se comprend bien. Et des fois, bon, il arrive des impondérables, comme dans ce cas-ci, un patient qui a développé des anti-HLA une fois qu'on avait déjà acheté des produits. Donc, la complexité un peu de mon équipe, c'est de s'assurer qu'on a plusieurs options. Donc, on travaille fort pour avoir plusieurs options, mais on n'arrive pas toujours donc à avoir l'option parfaite tout de suite en partant. Donc, on regarde vraiment plusieurs alternatives. Puis, des fois, il faut se revirer là, rapidement. Juste un exemple là, de cas de réussite. Donc, vous avez sûrement tous vu là, le ministre Leblanc qui a eu une greffe de cellules souches d'un donneur allemand là, qu'il a rencontré. Voilà. Merci, Suzy. C'est super intéressant de voir tout ce qui se passe behind the scene, comme on dit. C'est fascinant la coordination que ça requiert. Alors, de retour à être capable de transfuser le patient là, pendant sa période d'aplasie et par la suite. On va parler maintenant d'incompatibilité ABO. Donc, l'incompatibilité ABO peut être majeure, mineure, bidirectionnelle ou absence d'incompatibilité, donc identique. Donc, le tableau résumé ici. Prochaine diapo. Prochaine diapo, on va parler d'incompatibilité majeure en pratique. Donc, l'incompatibilité ABO majeure, le principal cas de figure, juste simplement par la proportion des groupes sanguins dans la population. Hein, on sait que les deux groupes sanguins majoritaires, c'est O et A. Donc, statistiquement, ce qui arrive très souvent, c'est un receveur O greffé avec un donneur A. C'est le cas de figure principal d'une incompatibilité ABO majeure. Il y a trois moments clés ou trois principaux défis chez ce match-là là, de donneur-receveur. Donc, la première étape, c'est vraiment au jour zéro, au moment où on va être prêt à infuser le greffon. Ben, selon la quantité résiduelle de globules rouges dans le greffon, on fait face à un risque d'hémolyse aiguë intravasculaire au même titre que si on transfusait un culot A à un receveur O. Donc, il va falloir vraiment porter attention à des mesures de mitigation selon le cas. Et les deux moments subséquents où on fait face à un problème, c'est le receveur O greffé en A persiste à produire des isohémagglutinines anti-A, par exemple, ce qui fait en sorte que l'érythropoïèse, donc la fabrication de globules rouges par le greffon, est retardée et parfois extrêmement prolongée. C'est donc un spectre. La retard de prise du greffon érythroïde peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la pure red cell aplasia, où vraiment pendant des mois, le patient n'est pas capable de produire, le greffon n'est pas suffisant à produire les globules rouges attendus, alors que les autres lignées cellulaires, les neutrophiles et les plaquettes ont bien pris, tout va bien de ce côté. Prochaine diapo. Alors, si on regarde, il va y avoir des animations, je pense que tu peux tous les passer, là, mais dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on a un patient O qui a des anti-A dans son plasma et on lui infuse un greffon contenant des globules rouges A et donc le risque d'hémolyse. Le risque est vraiment en fonction de combien de globules rouges il reste dans le produit. Un greffon médulaire, donc prélevé, l'exemple prélevé au bloc opératoire par multiples ponctions de moelle, ce sont les greffons médulaires extrêmement riches en globules rouges, avec un hématocrit qui peut aller parfois jusqu'à 25-35%. Les greffes de cellules souches périphériques sont beaucoup moins riches en globules rouges, avec un hématocrit plus de l'ordre de 2 à 5%. Donc, assez minimal, simplement parce qu'on a un processus d'aphérèse par centrifugation et on est vraiment capable d'aller chercher le buffy coat. Alors, le buffy coat est parfois, donc la couche leucoplaquettaire en aphérèse, c'est ce qu'on cible. Et donc, il y a oui une petite contamination de globules rouges, mais assez faible généralement. Et on a les greffes et les centres cordons qui, eux, de par le processus de collecte, cryopréservation et manipulation, fait qu'il reste très peu de globules rouges résiduels dans le produit final. Moi, je me vois dedans. Prochaine diapo. Par exemple, quand on a un greffon médulaire, ben, il faut faire vraiment attention. Oh, bonjour, est-ce qu'on... Allô? Ah, OK.
Il y a quelqu'un qui est apparu sur mon écran. Ça va-tu? Oui, OK. Oui, il y avait comme quelqu'un qui parlait et qui est apparu sur mon écran. Ah, d'accord. C'est parti. Alors, lorsqu'on a un greffon médulaire, il va falloir généralement se questionner s'il ne faut pas réduire le contenu en globules rouges du produit. Chaque centre de thérapie cellulaire doit se doter d'une politique. Il n'y a comme rien dans la littérature qui dit c'est quoi la quantité résiduelle obligatoire à respecter, mais généralement, les ressources, les guidelines vont dire que il ne devrait pas rester plus que 10 à 40 ml de globules rouges résiduels ou 0,4 ml par kilo selon le poids du receveur. Si jamais le produit, le greffon contient trop de globules rouges, mais on peut faire différentes techniques de manipulation. Donc, on peut sédimenter avec des agents de sédimentation. On peut faire des techniques de centrifugation ou des techniques de séparation par gradient manuel automatique. Donc, ce sont les centres de thérapie cellulaire qui font ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on manipule un produit, bien, on a un risque de perdre les précieuses cellules souches au cours du processus et parfois jusqu'à 40 % de perte. Donc, comme Suzy le mentionnait, le poids donneur-receveur est un facteur important. Donc, si on a un très petit donneur pour un très gros receveur, on peut peut-être pas se permettre de trop perdre de cellules souches dans le processus. Donc, ça, c'est vraiment les centres de thérapie cellulaire qui font cette évaluation. Si on est mal pris, des fois, on peut jouer du côté receveur. Donc, on pourrait vouloir réduire le titre d'isohémagglutinin du receveur par des techniques d'aphérèse. Donc, ce sont des procédures reconnues là, par nos guidelines de l'ASPA, de la Société d'aphérèse. Ça nous permet d'éviter la manipulation du greffon. Par contre, le bémol à ça, c'est qu'on ne sait pas exactement c'est quoi le titre d'anti-A et ou d'anti-B qui est vraiment sécuritaire pour éviter l'hémolyse. Donc, il n'y a pas de consensus là-dessus. Ici, en 5 ans de pratique, on n'a pas eu à faire ça jusqu'à présent. On s'est débrouillé par la manipulation du greffon. Prochaine diapo. Donc, le deuxième problème lors d'une incompatibilité ABO majeure, c'est ce qu'on appelle le retard de prise du greffon érythroïde et dans le spectre jusqu'à la pure red cell aplasia, là, donc le fait qu'il n'y a pas d'érythropoïèse émanant du greffon. Ce qui se passe, c'est qu'il persiste chez le receveur des plasmocytes issus du receveur qui continuent à produire des isohémagglutinines anti-A et ou anti-B, IgG et IgM, et qui vont vraiment supprimer l'érythropoïèse qui essaie d'émerger. Prochaine diapo. Donc, il y a des définitions, mais généralement, lorsqu'on est 40 jours post-greffe et que le patient demeure fortement dépendant en transfusion de globules rouges et que tout va bien, le patient ne saigne pas, n'hémolyse pas, il n'y a pas d'autres complications post-greffe, et que les neutrophiles sont sortis, sont beaux, les plaquettes sont belles, et que les globules rouges tardent à monter, mais on peut se questionner est-ce qu'on est dans un phénomène de retard de prise de greffon, puis éventuellement une PRCA. C'est plus souvent un phénomène qu'on va observer chez les patients qui ont reçu un régime de conditionnement non myéloablatif parce que justement, il y a une persistance plus fréquente des plasmocytes ou des lymphocytes receveurs. À mon arrivée ici à Maisonneuve-Rosemont, on faisait de façon systématique les titrages des receveurs au pré-greffe et on le faisait à des moments clés post-greffe, mais au final, ça ne nous permettait pas de prédire qui va évoluer vers une PRCA. Donc maintenant, on a réservé cette analyse-là vraiment au cas par cas pour essayer de dire est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Donc, maintenant, on a un peu abandonné cette façon de faire de routine. On le fait à la pièce. Prochaine diapo. Donc, la PRCA, ouais, c'est là. Donc, la PRCA, c'est vraiment le spectre prolongé où carrément 2 mois post-greffe, il n'y a pas de précurseur érythroïde médulaire. Parfois, on est chanceux au jour 100. Autour du jour 100, les patients ont généralement une moelle, puis on voit qu'il y a carrément une absence d'érythropoïèse dans la moelle. Donc, on a vraiment comme une confirmation diagnostique. Ça peut aller jusqu'à 30 % des cas lorsqu'il y a un mismatch ABO majeur. Encore une fois, c'est toujours le même concept avec le régime non myéloablatif, puis statistiquement, c'est presque toujours des receveurs O avec un donneur A. Ces patients-là reçoivent beaucoup de globules rouges de groupe O, alors ce sont des grands consommateurs. Prochaine diapo.
Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait face à une aplasie rouge prolongée post-allogreffe dans un mismatch ABO majeur? Mais il y a plein de stratégies, donc les greffeurs sont au courant. Parfois, la première étape, c'est d'essayer de sevrer les immunosuppresseurs du patient parce que ça va faire en sorte que les lymphocytes du donneur vont aller détruire les petits plasmocytes résiduels receveurs qui produisent l'isohémagglutinin en cause. Donc ça marche d'habitude relativement bien, mais c'est juste que des fois, on ne peut pas sevrer les immunosuppresseurs, par exemple, parce qu'il y a une GVH, donc une maladie du greffon dirigée contre l'autre. Euh, Encore une fois, des échanges plasmatiques, c'est possible. Nous, on n'en a pas fait. C'est pas hyper efficace, puis c'est comme des mesures temporaires. Un anti-CD20, donc on essaie de diminuer, avec le rituximab, de diminuer les lymphocytes receveurs résiduels. Donor lymphocyte infusion, donc ça, on prélève chez le donneur. Si c'est pas un centre cordon, évidemment, et si le donneur est accessible, on peut demander au donneur de faire un deuxième don, cette fois-ci pas de cellules souches, mais de lymphocytes, pour essayer justement de booster la partie immunitaire du greffon. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis essentiellement le temps, parce que la plupart du temps, ça finit par se corriger, puis il faut juste être patient. Mais prochaine diapo, de façon intéressante, en banque de sang, je suis persuadée que maintenant vous connaissez très bien l'impact des anti-CD38 comme le daratumumab ou l'isatuximab dans vos interférences sérologiques en banque de sang. Eh bien, en 2018, des greffeurs se sont amusés à tester l'effet d'un anti-CD38, donc ils ciblent le plasmocyte, la cellule qui produit l'isohémagglutinin résiduelle. Ils ont utilisé le daratumumab pour essayer de faire disparaître l'anti-A d'un receveur O greffé en A. Et si on suit les tacros, si on suit les graphiques, c'est quand même vraiment intéressant. Donc, on voit là, que le patient, on est rendu, si on suit son hématocrite sur la ligne en rouge en haut à droite, on voit que le patient est anémique là, avec un hématocrite autour de 20-25 pendant jusqu'à presque 300 jours post-allogreffe. On a tenté de sevrer les immunosuppresseurs, on a tenté le rituximab, ça ne fonctionne pas. On voit que les réticulocytes, donc est très, très faible, il n'y a pas de reprise érythroïde. De façon corollaire, dans le graphique en bleu, on voit que l'anti-A, le titre demeure élevé tout ce temps-là jusqu'autour du jour 350 post-greffe. Et oups, on donne du daratumumab autour du jour 400. On voit l'hémoglobine monter, le titre d'anti-A diminuer et l'hémoglobine se corriger. Et on voit en bas, dans le blood type, on voit que tout ce temps-là, là, jusqu'au jour 500, les globules rouges, le groupe globulaire est de groupe O. Donc, ce sont des globules rouges transfusés O ou receveurs. Et éventuellement, quand le titre d'anti-A disparaît, on voit l'érythropoïèse A apparaître. Fait que c'est très joli. Chez nous, on l'a tenté quelques fois, initialement de façon un peu décevante. Ça n'a pas été miraculeux, mais une combinaison de bonne patience, d'être patient, puis sevrage des immunosuppresseurs, puis peut-être au final l'effet du daratumumab, ça a fini par fonctionner. Donc ici, on a une expérience un peu mitigée, mais c'est quelque chose qu'on utilise quand même quelques fois. Pour les gens perspicaces, là, vous aurez compris que c'est pas évident de faire un titre IgG chez un patient qui reçoit du DARA, donc il faut pré-traiter la cellule A pour laquelle on va titrer avec le DTT. Donc, c'est très laborieux, là. Fait que les greffeurs m'avisent, puis on prend des décisions avant de se lancer dans ces tests-là parce que c'est beaucoup de travail, là. Prochaine diapo. Donc, ça clôt un peu l'incompatibilité ABO majeure. Donc, à l'inverse, il y a l'incompatibilité ABO mineure et statistiquement, ce qui risque d'arriver, ça va être un receveur A greffé en haut. C'est le plus fréquent. Prochaine diapo. Je vous donne un cas de figure juste pour que vous puissiez suivre avec moi. Là, des fois, ça vient maintenant. Alors, dans ce cas-ci, c'est qu'on a un receveur qui a des globules rouges qui possèdent l'antigène A auquel on va infuser un greffon qui contient les isohémagglutinines anti-A de type IgM et IgG. Encore une fois, il y a donc un risque théorique d'hémolyser au moment de l'infusion du greffon, une hémolyse aiguë. La stratégie ici, ça va être de réduire le contenu plasmatique du greffon. Donc, toutefois, à chaque fois qu'on manipule le greffon, il y a un risque de perte de cellules souches. Donc, chaque centre de thérapie cellulaire se dote d'une politique pour dire c'est quoi la quantité de plasma résiduel maximale autorisée chez ce
chez ce couple donneur-receveur-là. Mais au fond, pour vrai, les greffeurs sont tellement pas inquiets lors d'une incompatibilité abio-mineure. C'est très, très rare qu'on va avoir une hémolyse aiguë dans un cas de figure comme celui-ci. Puis au fond, c'est un peu comme si on donne une plaquette O à un receveur A. On essaye de pas faire ça dans la vie. On donne des O10, ça oui, régulièrement. Mais au final, on n'a pas tant de problèmes que ça, puis ça se passe généralement assez bien. Prochaine diapo. Ce qui est plus insidieux comme problème avec les incompatibilités abio-mineures, c'est ce qu'on appelle l'hémolyse retardée associée au syndrome du lymphocyte passager. Donc, même mes collègues greffeurs, ils pensent pas tout le temps parce que la banque de sang, c'est un petit peu comme pas bien interfacé avec les résultats de laboratoire du quotidien. Fait que la banque de sang est comme un peu, des fois, oubliée dans tout ça. Mais au final, c'est que ce qui se passe dans le greffon, oui, il y a du plasma qui contient les isohémagglutinines, mais il y a aussi parfois un petit plasmocyte qui va, lui, se souvenir de produire de l'anti-A et ou de l'anti-B plus tard. Donc, il va... Clique, je pense qu'il y a une animation, Marie-Hélène. Ouais, c'est ça. Donc, encore une fois. Donc, une fois qu'on a infusé le greffon, oui, le plasma incompatible est infusé, sauf que 10 jours plus tard, il peut y avoir ce petit plasmocyte-là qui va s'expandre et se mettre à produire l'isohémagglutinine en conséquence, donc ici de l'anti-A, et pourrait induire une hémolyse des globules rouges A du receveur à peu près 10 à 14 jours post-greffe. Donc, ce qui est le défi ici, c'est que ça va faire des paramètres hémolytiques, souvent une bilirubine qui va monter, des LDH qui vont monter. C'est à peu près au même moment où il y a une complication classique post-greffe qui s'appelle la maladie véno-occlusive ou la VOD, qui se manifeste entre autres par une augmentation de la bilirubine. Donc, c'est à peu près au même moment où les deux complications peuvent survenir. Et bref, ici, c'est simplement de le reconnaître et de reconnaître que c'est une hémolyse retardée. On fait le diagnostic simplement là, avec les analyses sérologiques, un coup direct positif, IgG, et sur lequel on est capable de prouver que c'est de l'anti-A, par exemple, qui s'est fixé. On ne peut pas prévenir ce syndrome de lymphocyte passager-là parce que on ne peut pas modifier le greffon en conséquence. Il faut juste le reconnaître. Ça va être un traitement de support, donc transfuser évidemment des globules rouges hauts dans ce cas-ci. De toute façon, c'est protocolé comme ça, mais d'assumer la petite période qu'il va falloir traverser. De façon intéressante, le syndrome du lymphocyte passager peut s'observer en greffe d'organes solides aussi. Donc, avec, par exemple, un greffon de rein, un greffon de cœur. Oups! T'es-tu perdu? Désolée. OK, je pensais l'avoir perdu. Et voilà. Prochaine diapo. Donc, ensuite, il peut y avoir des incompatibilités ABO bidirectionnelles où on combine tous les problèmes ensemble. Je n'attendrai pas. Oui, prochaine diapo. Donc, il y a plusieurs papiers qui vont faire des tableaux comme celui-ci pour essayer de déterminer, faire des recommandations quant au choix de groupes de culots, plaquettes, plasma à différents moments au courant de la greffe. Donc, ce tableau-là, cette référence-là est excellente. C'est généralement aussi celle qui est citée dans le Technical Manual de la ABB. Donc, de façon pré-greffe, la phase 1, on transfuse selon le groupe receveur. La phase 2, c'est vraiment la phase après le jour 0 jusqu'à temps qu'on détermine que le patient est éligible à une conversion de groupe. Si on prend notre cas de figure du cas que je vous ai présenté, c'est une receveur O greffée en A. Les globules rouges doivent être compatibles à la fois avec le donneur et le receveur. Le premier choix de plaquette sera A. C'est un petit peu notre plaquette universelle. Les plaquettes, on va y venir, mais c'est un petit défi parce que c'est un double produit cellulaire et plasmatique. On met généralement des alternatives au choix de plaquettes et le placement doit être à la fois compatible avec le donneur et le receveur. Prochaine diapo. Donc, le défi des plaquettes, c'est que on veut maximiser l'incrément plaquettaire, donc éviter de donner des plaquettes A, par exemple, à un receveur O, parce que ça pourrait limiter l'incrément post-transfusion. Mais on sait aussi qu'il y a du plasma dans les plaquettes et on veut prévenir le risque d'hémolyse. Donc, il faut faire des choix en conséquence de ceci. Généralement, le tableau précédent que je vous ai montré favorise on est prêt à payer le prix d'un incrément plaquettaire moindre pour transfuser moins d'anti-A
donc de moins transfusés de plasma incompatibles. C'est généralement comment le tableau est monté. Prochaine diapo. À quel moment on peut dire que, bon, tout s'est bien passé, la greffe a pris, le patient va bien, il est sorti d'aplasie, les globules rouges, donc il n'est plus transfusion dépendant. Est-ce qu'on peut dire, ah ben, donc là, si le patient n'est plus de groupe O, il est de groupe A. Prochaine diapo. Donc, je peux faire les animations tout de suite, je pense que ça va être enfilé. Donc, essentiellement, il n'y a pas de consensus clair. Il y avait par le passé eu un gros sondage des centres de greffe pour voir comment les gens fonctionnaient. Chaque centre a sa propre politique. À Maisonneuve, comment je fonctionne, je suis très sévère parce que je suis aussi très consciente que nos patients ont des maladies graves et qui ont malheureusement tendance à récidiver. Donc, parfois, je voudrais pas me faire passer une récidive et qu'on n'a pas vu venir, nous, en banque de sang, par exemple, une double population qu'on n'a pas bien vue. Donc, je suis très, très sévère pour effectuer les changements de groupe. Donc, voici mes critères. Je veux aucun globule rouge receveur détecté, donc un groupe globulaire sans double population, aucune isohémagglutine dirigée contre le groupe donneur détecté. Je veux que ça soit testé à 2 reprises, un peu comme nos normes de sécurité transfusionnelle. Évidemment, une indépendance transfusionnelle pour 3 mois. Je regarde les tests de chimérisme, m'assurer qu'on a un chimérisme 100% donneur et je veux un Coombs direct négatif parce que parfois, ce qui arrive, la seule place où je vais voir de l'anti-A résiduel du receveur, c'est en effectuant un Coombs et une élution. Et voilà, donc je suis très stricte, puis au final, je finis par pas en réattribuer beaucoup parce que c'est avoir tous ces éléments-là, c'est parfois pas facile ou des fois, je ne reçois même pas de tube pour confirmer tout ça. Voilà. Prochaine diapo. Est-ce que les patients, je vais accélérer un petit peu, je vois le temps, est-ce qu'ils sont à risque, les patients allogreffés, de développer des allo-anticorps? Prochaine diapo. De façon générale, on dit que le risque de développer un allo-anticorps suite à un épisode transfusionnel, c'est à peu près de 8 %, mais on sait que nos patients allogreffés sont fortement immunosupprimés et bien ce risque-là est beaucoup moindre, donc 3 %. On parle ici de nouveaux allo-anticorps post-greffe. Prochaine diapo. Est-ce qu'on devrait investiguer d'un point de vue sérologique les patients receveurs de greffe de cellules souches de façon différente? Non, c'est la même investigation que vous faites dans vos laboratoires pour vos autres patients. Est-ce qu'on peut se fier au phénotype érythrocytaire pour tenter de prédire quels anticorps le patient a développé? La réponse officielle, c'est disons que c'est oui, mais non. Il faut faire vraiment attention parce que en fonction du type de régime de conditionnement, en fonction si le patient est en rechute ou pas, le type de maladie, parfois on fait face à 2 systèmes hématopoïétiques et 2 systèmes immunitaires en présence. À la ABD, une des séquences s'appelait Whose antibody is it? Donc, à qui est l'anticorps? À qui est le globule rouge? Des fois, ça devient vraiment un gros casse-tête. Et il faut faire attention aux adsorptions parce que ici, justement, moi, j'envoie toujours les cas à Héma-Québec parce que je veux qu'ils fassent des allo-adsorptions différentielles parce que je ne peux pas me fier carrément au phénotype du globule rouge que j'ai en présence parce que j'ai effectivement peut-être 2 systèmes circulants. Prochaine diapo. La corrélation phénotype-génotype est parfois difficile. Héma-Québec est diligent là-dedans. À chaque fois que j'envoie un tube au labo de référence d'Héma-Québec, je leur précise le statut du chimérisme parce que lorsqu'on le génotype est effectué, le génotype érythrocytaire fait à Héma-Québec est extrait, l'ADN est extrait des lymphocytes, donc des globules blancs, des cellules nucléées qui sont dans le sang, mais qui sont donc produites par l'hématopoïèse, par le système et par le système du greffon. Donc, si je veux avoir accès au génotype érythrocytaire du receveur, il va falloir que je me fie à un frottis buccal. Dans un monde idéal, j'aurais accès au génotype pré-greffe du receveur et au génotype du greffon tout le temps. C'est pas le cas, puis c'est probablement pas nécessaire parce que c'est assez rare que j'ai des casse-têtes compliqués à résoudre et on finit généralement par se débrouiller de toute façon, mais parfois c'est un bon casse-tête. Prochaine diapo. Donc, je vais passer rapidement. C'est un peu ce que je viens de dire, un casse-tête. Le support transfusionnel en culot, donc les patients sont presque assurés lorsqu'ils reçoivent une allogreffe d'avoir besoin de recevoir une transfusion de globules rouges au courant de la première année de greffe. On parle en moyenne en médiane de 6 unités au courant de la première année.
le temps médian à l'indépendance transfusionnelle post-allogreffe est assez rapide, 12 jours, sauf que si on prend simplement les patients qui ont une incompatibilité ABO majeure, c'est généralement beaucoup plus long. Donc, les facteurs de risque du fardeau en support transfusionnel varient beaucoup selon le type d'incompatibilité ABO, mais aussi les seuils transfusionnels de l'institution. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Justement, les seuils transfusionnels, on a une étude canadienne, l'étude TRIST, qui a comparé un seuil restrictif à un seuil libéral. Et on a vu qu'un seuil restrictif, donc de transfuser pour une hémoglobine à 70, était non inférieur en termes de qualité de vie des receveurs comparé à un seuil transfusionnel plus libéral à 90. Donc, généralement, dans les guidelines de greffe locaux chez nous, on a mis 70 à 80 comme seuil transfusionnel en hémoglobine chez un patient qui ne saigne pas. Prochaine diapo. De la même façon, de façon intéressante, est-ce qu'on donne 1 kilo à la fois ou 2 kilos à la fois? Comme dans d'autres populations de patients, 1 kilo à la fois, c'est parfait. De façon intéressante, dans des études bien rapportées, c'était les infirmières en greffe ont tellement de choses à perfuser dans un 24 heures qu'il manque de temps et il manque de voies veineuses. Donc, elles avaient perçu favorablement le fait de ne transfuser qu'1 kilo à la fois chez leurs patients receveurs de greffe de cellules souches. Alors, un autre point positif pour une stratégie restrictive. Je vais passer vite en plaquettes, Marie-Hélène, je vois le temps qui file. Ce sont vraiment les guidelines que vous connaissez de la ABB et de la SCO, rien de nouveau. Certaines bonnes études pour, tu peux les défiler, vas-y la prochaine. Ouais. Donc, de façon générale, on parle de seuil transfusionnel à 10 pour une transfusion prophylactique en plaquettes et sinon, selon le saignement ou l'intervention invasive à venir. On sait maintenant que les produits leucoréduits sont équivalents à des produits CMV séronégatifs. Donc, on ne fait plus cette distinction de produits CMV séronégatifs. On a enlevé ça de nos banques de ça il y a maintenant plusieurs années. Prochaine diapo. L'irradiation, grand chapitre, je vous référais aux lignes directrices du NAC qui sont très, très bien et qui sont mises à jour régulièrement. Prochaine diapositive. Il y a des nuances pour les greffes auto versus les greffes allo. Peut-être ce qui mérite, nous, on a fait un changement quand je suis revenue ici. Il faut mettre une directive de produits sanguins irradiés chez le donneur, que ce soit autologue ou allogénique, dans les 7 jours qui précèdent le don. Généralement, un donneur sain n'aura pas à transfuser. Là, donc, les donneurs dont Suzy nous parlait sont en bonne santé, n'auront pas à être transfusés. Mais c'est vrai chez les donneurs autologues, il faut vraiment éviter de collecter un lymphocyte qu'on aurait transfusé dans les 7 jours précédents. Alors, nous, on met la directive d'irradiation dès les 7 jours qui précèdent la collecte. Voilà, prochaine diapo. Si je reviens sur le cas que je vous ai présenté au départ, donc, madame, je vous le rappelle, 55 ans, SND, allogreffe, régime myélo-ablatif, elle est O, elle a un anti-E connu, le greffon est A, RH dépose, match 10 sur 10 HLA, groupe A, RH dépose, phéno, CE inconnu. Alors, il y a ici une incompatibilité ABO majeure, donc elle est O greffée en A. Autre enjeu de compatibilité, oui, on parle ici d'une incompatibilité majeure d'un antigène mineur. Donc, elle possède un anti-E et il y a une possibilité que le donneur soit E. Donc, le greffon contient des globules rouges E positifs. Par chance, ici, c'est une greffe de cellules souches périphériques. Je m'excuse, je ne vous l'ai pas écrit ici. Donc, faible quantité de globules rouges. Donc, le risque d'hémolyse immédiate sur un anti-E est très improbable. Risque de lymphocytes passagers, non, parce que c'est un risque qui est associé aux incompatibilités ABO mineures. Le choix de groupe, je vous réfère au tableau, mais on se souvient que l'eau doit être positif à la fois avec le receveur et le donneur. Plaquette A, je mets un bémol ici. Donc, oui, c'est ça notre premier choix, mais parfois, on va voir des patients qui vont être réfractaires aux plaquettes. C'est une receveuse O greffée en A, je lui donne des plaquettes A. Parfois, l'incrément plaquettaire n'est pas adéquat. Donc, avant de tout de suite partir sur un programme de plaquettes HLA, on va généralement peut-être faire un petit essai de plaquettes O10, par exemple, voir comment elle se comporte. Directive d'irradiation, combien de temps? Donc, oui, dès le début du régime de conditionnement, puisque c'est une greffe à l'eau,
Chez moi, la directive persiste à vie parce que je n'ai pas l'information clinique me permettant d'enlever la directive radiation. Directive de CMV séronégatif, non, parce que ce sont des produits leucoréduits et mes seuils transfusionnels sont restrictifs. Voilà, prochaine diapo. Donc, message clé, c'est un domaine, la greffe de cellules souches, qui évolue extrêmement vite. Et je pense qu'en médecine transfusionnelle, banque de sang, on doit comprendre ces changements-là pour s'adapter. Ce sont des patients qui consomment énormément de produits, et qui consomment énormément de temps technique parce qu'on les technique fréquemment. Donc, il faut savoir comment les investiguer. On peut les transfuser selon des seuils plutôt restrictifs, donc ça s'applique aussi à cette population de patients. Et la communication, tant avant la greffe que après la greffe, entre Héma-Québec, la banque de sang de l'hôpital qui greffe, mais aussi les banques de sang impliquées avec le patient avant et les banques de sang qui ont été impliquées après, est essentielle. Et vivement TraceLine, parce qu'ailleurs dans le monde, le partage de directives n'est pas aussi simple que chez nous. Alors voilà, je pense que j'ai sprinté à la fin. Merci beaucoup, Dr. Boileau. C'est vraiment apprécié. J'ai vu qu'il y avait des questions dans la boîte de clavardage. Donc, Suzy, elle a répondu aux questions. S'il y en a d'autres, étant donné que le temps a vraiment filé, je pense qu'on va conclure, puis on pourra vous faire parvenir les questions là, à Dr. Boileau, puis elle pourra y répondre par la suite. Donc, je veux simplement, maintenant, je pense que mon partage s'est défait. Je vais juste aller repartager ici l'écran, puis je vais inviter Marie-Claude, dans le fond, à venir juste expliquer aux gens pour la portion du site web là, de l'APCSTQ, comment ça va fonctionner pour pouvoir aller voir les présentations. Alors, Marie-Claude? Premièrement, l'Association professionnelle des chargés de sécurité transfusionnelle du Québec vous remercie pour cette présentation qui était très intéressante. C'est ce qui conclut notre 16e édition pour la Semaine de la sécurité transfusionnelle. Je vous invite à visiter le site web de l'association au apcstq.com pour visionner les autres présentations qui ont été offertes cette année. Entre autres, une revue sur la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né qui a été présentée par Dr. Valérie Arsenault, qui est hémato-oncologue au CHU Sainte-Justine, et une présentation du programme d'évacuation aéromédicale du Québec, EVAC, piloté par le CHU de Québec. Un grand merci à Héma-Québec qui nous supporte année après année dans nos activités. Puis merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation encore, Marie-Claude, et merci, Dr. Boileau. Merci à Suzy également de s'être jointe pour présenter le volet logistique. Et un grand merci à Stéphanie là, qui s'est occupée de toute la logistique du Zoom. Alors, je vous souhaite à tous une belle fin de semaine du don de sang et au plaisir de vous revoir bientôt. Alors, bonne fin de journée à tous.